Sous le volcan Songandi, un gisement de diamants inouïs vient d'être révélé. En quelques jours, les images satellites et les premières estimations ont transformé une curiosité géologique en enjeu national. Pour le Burkina Faso, pays parmi les plus pauvres du continent, cette découverte ouvre à la fois une promesse de prospérité et une menace de chaos. Que fera Ibrahim Traoré face à cette fortune brute, capable de redessiner le destin du pays comme celui de toute la région? La découverte sous le volcan Songandi dépasse largement le récit classique d'une mine de diamants. Les géologues évoquent un gisement qui pourrait contenir jusqu'à 500 millions de carats, étendu sur plus de 10 km², un volume inédit en Afrique. En théorie, une exploitation bien menée pourrait multiplier par 10 ou 15 les revenus du Burkina Faso, générer des milliards de dollars par an et représenter près de 30% du PIB à long terme. Pour un pays confronté à la pauvreté, à la fragilité des infrastructures et aux tensions régionales, l'enjeu semble évident: transformer cette masse cristalline en routes, écoles, hôpitaux, emplois et stabilité. Pourtant, derrière ces chiffres vertigineux se cachent des risques tout aussi colossaux. La malédiction des ressources, déjà observée dans d'autres États africains, rappelle que de telles richesses peuvent nourrir les inégalités, alimenter les conflits et ouvrir la porte à une mainmise étrangère durable si elles sont mal gérées. La première révélation choque par son ampleur. Selon les estimations initiales, la masse cristalline sous Sangandi pourrait receler jusqu'à 500 millions de carats, confirmés par des analyses satellitaires et des mesures de terrain. Dans un pays où chaque point de croissance compte, une telle réserve place immédiatement le Burkina Faso au centre de l'économie mondiale du diamant. Très vite, la nouvelle se propage des laboratoires au couloir du pouvoir. À Ouagadougou, les ingénieurs locaux, épaulés par des experts étrangers, comprennent que ce qu'ils croyaient être une simple anomalie géologique est en réalité l'un des plus grands gisements jamais identifiés. Les conversations quittent le terrain scientifique pour gagner les ministères, les chancelleries et les quartiers populaires. Les uns y voient une chance historique de rattraper des décennies de retard, d'autres la porte ouverte aux convoitises et aux fractures internes. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, prompt à céder aux pressions extérieures, il choisit la prudence et le silence dans les premiers jours. Il écoute, consulte, observe la carte du pays plutôt que les promesses d'investissements immédiats. Autour de lui, les avis divergents. Exploitation rapide pour profiter de la fenêtre d'opportunité ou pause stratégique pour éviter de répéter les échecs d'autres nations africaines riches en ressources. La situation n'est plus seulement économique ou technique, elle devient un test de leadership, de souveraineté et de capacité à résister à la tentation du court terme. Au cœur de cette histoire, un personnage s'impose comme fil conducteur: le président burkinabé, entouré d'ingénieurs, de militaires et de conseillers économiques qui mesurent chacun la portée de la découverte. Dans les premières réunions à huis clos, les experts décrivent le potentiel du gisement, les coûts d'infrastructures estimés à près de 2 milliards de dollars et les risques environnementaux majeurs pour une région sahélienne déjà fragile. Pour les habitants vivant autour de Songandi, la nouvelle ressemble d'abord à une promesse simple: du travail, des routes, des revenus qui pourraient changer une vie entière. Mais très vite, les premiers effets symboliques se font sentir. Le pays devient l'objet d'une attention internationale nouvelle, les entreprises minières se positionnent, les diplomates multiplient les signaux d'intérêt. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages, les conversations se teintent d'espoir, de rumeurs, parfois d'inquiétude. Les premiers impacts sont donc moins visibles dans les mines elles-mêmes que dans les attentes collectives. Le moindre discours officiel, la moindre fuite sur une possible négociation est scrutée, commentée, amplifiée. La découverte agit déjà comme un révélateur.
Elle expose les fragilités économiques, les fractures sociales et le besoin pressant de gouvernance transparente avant même que le premier diamant ne soit extrait. Tout commence par une anomalie discrète sur les écrans des géologues. Un signal inhabituel, d'abord interprété comme une interférence, finit par révéler une structure cristalline d'une densité exceptionnelle sous le volcan Songandi. Les équipes locales, appuyées par des experts étrangers, multiplient les mesures, recoupent les données, vérifient les hypothèses. Peu à peu, le doute disparaît. Il s'agit d'un gisement hors norme. La nouvelle remonte rapidement les chaînes hiérarchiques. Dans les ministères, les premiers rapports évoquent un potentiel économique considérable, susceptible de transformer profondément les finances publiques. Au départ, les discussions restent techniques, centrées sur la faisabilité de l'extraction, les besoins en route, en énergie, en équipements miniers lourds. Puis, les chiffres s'installent, centaines de millions de carats, plusieurs milliards de dollars de revenus possibles, perspectives d'emplois par milliers. À l'extérieur, les réactions s'enchaînent. Les entreprises minières internationales détectent l'information, parfois avant même les communiqués officiels. Elles envoient des émissaires, proposent des investissements rapides, des contrats clés en main, des promesses de transfert de technologie. Les chancelleries occidentales et les partenaires régionaux prennent la mesure des enjeux géopolitiques dans une zone sahélienne déjà instable. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré refuse de se précipiter. Alors que certains membres de son gouvernement plaident pour signer vite, afin de ne pas laisser fuir les capitaux, il choisit une autre séquence. 10 jours après l'annonce, il s'adresse au pays et annonce la création d'une commission nationale chargée d'évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux de toute exploitation. Ce geste, perçu par certains investisseurs comme un signal de lenteur, est interprété par une partie de la population comme un acte de souveraineté. Les semaines suivantes, les tensions montent. Les négociations officieuses avec certaines multinationales sont suspendues. Les offres les plus agressives se retirent, d'autres attendant dans l'ombre. Les premiers rapports de la Commission évoquent des risques lourds pour les écosystèmes locaux, pour la biodiversité, pour l'agriculture déjà menacée par le climat. Dans les rues, des manifestations réclament à la fois une exploitation rapide et une protection contre les erreurs du passé. La découverte, en quelques semaines, a déclenché une succession d'événements qui dépassent largement le seul cadre minier et engagent le pays sur une ligne de crête entre promesses et périls. Les chiffres qui entourent le gisement de Songandi éclairent la puissance et la dangerosité de cette découverte. Les premières estimations parlent d'une masse pouvant atteindre 500 millions de carats, confirmée par des relevés satellitaires et des analyses géologiques croisées. Pour un pays comme le Burkina Faso, une telle réserve pourrait, en cas d'exploitation soutenue, générer chaque année plus de 4 milliards de dollars de revenus miniers. Ces montants équivaudraient à terme à près de 30% d'un produit d'intérieur brut encore modeste, bouleversant l'architecture budgétaire de l'État. Mais ces perspectives brillantes ont leur revers. Les experts évaluent à environ 2 milliards de dollars les investissements nécessaires pour rendre le site pleinement opérationnel. Routes, infrastructures électriques, installations de traitement, dispositifs de sécurité. Sans partenaires extérieurs, une telle somme semble difficile à mobiliser et impose donc de négocier sans céder le contrôle. Les données environnementales sont tout aussi parlantes. Les études préliminaires suggèrent qu'une exploitation intensive pourrait réduire la biodiversité locale de près de 40% dans une région où les équilibres écologiques sont déjà fragiles. Les risques de pollution des cours d'eau, de déforestation et de dégradation des terres cultivables sont élevés. Certains modèles estiment que la productivité agricole pourrait reculer de 30 à 40%
si les mesures de conservation ne sont pas strictement appliquées. Enfin, les chiffres issus d'autres expériences africaines rappellent le poids de la malédiction des ressources. Selon une étude onusienne citée dans les débats, près de 60% des pays ayant connu une découverte majeure de ressources naturelles ont vu la pauvreté augmenter à long terme, faute de redistribution équitable et de gouvernance solide. À Songandi, chaque indicateur renforce la même conclusion: les diamants peuvent devenir soit un accélérateur de développement, soit le moteur de dérives économiques, sociales et environnementales profondes si le pays ne met pas en place des garde-fous rigoureux. Pour comprendre l'ampleur du dilemme, il faut prendre au sérieux les arguments des deux camps qui s'opposent. Les partisans d'une exploitation rapide mettent en avant une réalité dure: le Burkina Faso manque cruellement de ressources financières. Selon eux, refuser des investissements massifs reviendrait à laisser passer une chance unique de financer des routes, des écoles, des hôpitaux et de réduire significativement la pauvreté. Les multinationales, insiste-t-il, disposent de la technologie, du capital et de l'expérience nécessaires pour démarrer l'extraction en quelques années seulement. Dans cette vision, retarder les décisions, c'est condamner une génération entière à attendre une prospérité qui n'arrive jamais. Face à eux, les défenseurs d'une approche prudente rappellent les exemples de pays où les revenus miniers colossaux ont enrichi quelques élites sans transformer la vie des populations. Ils pointent la dépendance potentielle à une seule ressource, la volatilité des prix mondiaux du diamant, et le risque de voir des acteurs étrangers capter la majeure partie de la valeur ajoutée. Ils soulignent aussi les dégâts irréversibles sur l'environnement et les tensions sociales nées d'une redistribution inéquitable. Le débat n'oppose donc pas naïvement développement et immobilisme, mais deux stratégies de développement aux horizons différents. La question centrale devient: le pays peut-il accueillir des investissements étrangers sans renoncer à sa souveraineté, bâtir une filière minière sans sacrifier l'agriculture, encaisser des flux financiers massifs sans s'exposer à une explosion des inégalités? Le stillman des deux positions montre que chacune porte une part de vérité et que la marge d'erreur est extrêmement étroite. Le tournant ne vient pas d'un contrat signé, mais d'un refus. Alors que les pressions extérieures s'intensifient, Ibrahim Traoré annonce la création d'un comité indépendant chargé de superviser toute décision relative à l'exploitation des diamants et suspend les négociations avec plusieurs multinationales. Pour certains observateurs, le signal est déroutant. Pourquoi renoncer, même temporairement, à des milliards d'investissements promis? Pourtant, ce choix marque une inflexion profonde. Le message adressé au pays comme au reste du monde est clair: la souveraineté et la prudence priment sur la précipitation. Cette décision ne fait pas disparaître les tensions, mais elle rebattait les cartes. Les entreprises les plus pressées se retirent, d'autres acceptent d'attendre un cadre plus strict. À l'intérieur, la population mesure que le débat ne se résume plus à exploiter ou pas, mais à comment, pour qui et à quel prix ces diamants pourront ou non transformer réellement le Burkina Faso. Sur le terrain, les conséquences se déclinent en plusieurs cercles. Pour les ménages ordinaires, les diamants de Songandi représentent d'abord une promesse différée. Beaucoup espéraient une amélioration rapide de leur quotidien: emploi direct, revenus nouveaux, baisse du coût de la vie grâce à des finances publiques renforcées. En l'absence de retombées immédiates, la frustration grandit, des manifestations éclatent parfois dans les grandes villes et certains commencent à douter de la capacité du pouvoir à transformer l'essai. Pour le tissu économique local, les effets sont ambivalents. Les entreprises espérant des contrats liés aux infrastructures ou aux services miniers voient leurs perspectives se déplacer dans le temps. Certaines opportunités disparaissent avec le retrait de partenaires étrangers trop impatients, mais de nouvelles pistes émergent autour de la formation, de la recherche et de la montée en compétences locales, encouragées
par les initiatives du gouvernement. Pour les institutions nationales, la décision d'Ibrahim Traoré de privilégier des commissions indépendantes et des études d'impact approfondies provoque des recompositions internes. Des lignes de fracture apparaissent entre ceux qui défendent une ouverture rapide aux capitaux étrangers et ceux qui prônent un contrôle étroit de l'État. Les débats au sein du gouvernement deviennent plus vifs et la cohésion politique est mise à l'épreuve par l'ampleur des enjeux. Enfin, pour la région du Sahel et la scène internationale, la posture burkinabé crée une forme de précédent. Un pays à faible revenu choisit de temporiser face à des offres financières séduisantes afin de réfléchir aux implications à long terme. Certains partenaires y voient une affirmation bienvenue de la souveraineté africaine, d'autres redoutent une perte d'influence et réévaluent leurs engagements. La diminution de certains flux d'aide ou d'investissements extérieurs complique l'équation budgétaire à court terme, mais renforce l'idée que l'exploitation des diamants ne pourra se faire que sous des conditions jugées acceptables par le pays lui-même. Sur un horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires principales se dessinent. Dans un scénario de réouverture accélérée, le Burkina Faso cède partiellement aux pressions des marchés et de certains alliés. Des négociations sont relancées avec des multinationales, en échange d'investissements massifs et d'un calendrier d'exploitation ambitieux. À court terme, les infrastructures avancent plus vite, des emplois se créent et les indicateurs macroéconomiques s'améliorent. Mais le risque est de voir une part importante de la valeur captée à l'extérieur, tandis que les impacts environnementaux et sociaux s'accumulent plus vite que les capacités de contrôle. Dans un scénario de partenariat régulé, privilégié par une partie de l'entourage présidentiel, l'État conserve un contrôle strict, s'appuie sur des partenariats publics-privés, impose des clauses de transparence et de redistribution. La montée en puissance est plus lente, les revenus immédiats plus modestes, mais la structure de gouvernance se renforce. Ce scénario exige cependant une administration robuste, des institutions capables de résister à la corruption et des mécanismes d'audit indépendants. Dans un scénario d'isolement relatif, le pays choisit de limiter fortement l'implication d'acteurs étrangers, voire de la suspendre. La dignité nationale et l'indépendance sont préservées, mais au prix d'un manque de capital, de technologie et de débouchés pour la ressource. Le développement repose davantage sur des capacités internes encore en construction, ce qui peut ralentir la transformation espérée. Entre ces trois pistes, aucune n'offre de solution sans coût. Chacune pose une question simple et lourde à la fois, celle de savoir quel sacrifice le pays est prêt à consentir pour que les diamants servent réellement l'avenir collectif. Au-delà des courbes de croissance et des diagrammes de production, la découverte de Sangandi touche des vies très concrètes. Pour les familles rurales qui dépendent de l'agriculture dans le Sahel, la perspective de dégâts environnementaux majeurs n'est pas une abstraction. Une baisse de la productivité des sols, la pollution des cours d'eau ou la déforestation se traduirait par moins de récoltes, plus d'insécurité alimentaire et davantage de départs forcés. Pour les jeunes urbains, souvent diplômés mais sans emploi stable, les diamants représentent l'idée d'une économie qui se diversifie enfin, de métiers nouveaux dans la géologie, l'ingénierie, la logistique ou la gouvernance des ressources naturelles. Ils savent cependant que dans d'autres pays, les promesses d'insertion liées aux mines ont souvent été déçues et que la clé réside dans la qualité des politiques publiques. Pour la diaspora burkinabé, ces débats réveillent un mélange d'espoir et de vigilance. Beaucoup voient dans la posture actuelle du pays une tentative de rompre avec un modèle où l'essentiel des bénéfices s'échappe à l'étranger. D'autres craignent que des choix trop prudents ne maintiennent trop longtemps la population dans la précarité. Ainsi, chaque spectateur, qu'il vive près du volcan ou à des milliers de kilomètres, est concerné par la manière dont cette richesse sera gérée.
Les diamants de Sangandi ne sont pas une simple ressource. Ils deviennent un miroir des attentes, des peurs et des exigences de justice d'un peuple qui aspire à un avenir plus stable et plus digne. Pour éviter que la promesse ne se transforme en malédiction, un chemin méthodique se dessine. D'abord, la transparence doit devenir la règle à chaque étape. La Commission nationale, déjà annoncée, doit inclure non seulement des experts techniques, mais aussi des représentants des communautés locales, de la société civile et, le cas échéant, des partenaires internationaux choisis avec soin. Son mandat: évaluer les impacts, publier ses conclusions, proposer des critères stricts pour toute exploitation. Ensuite, la question de l'usage des revenus doit être réglée avant l'afflux des premiers fonds. La création de mécanismes budgétaires dédiés, fonds pour les infrastructures, l'éducation, la santé, le développement rural, peut limiter les détournements et ancrer les diamants dans des projets tangibles pour la population. Troisièmement, les contrats éventuels avec des entreprises étrangères doivent être publiés, assortis de clauses environnementales et sociales robustes, avec des sanctions claires en cas de manquement. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement de décider, mais de garantir que les institutions tiennent dans la durée. En renforçant les capacités locales dans les sciences, l'ingénierie et la gouvernance minière, le pays peut progressivement réduire sa dépendance technique. Cette trajectoire n'offre ni miracle rapide ni victoire spectaculaire, mais elle trace un horizon où les diamants deviennent un levier au service d'un projet national plutôt qu'un simple gisement à exploiter. Au pied du volcan Sangandi, rien n'a encore été extrait, et pourtant le pays a déjà changé. Les débats houleux, les espoirs impatients, les inquiétudes profondes ont fait de ces diamants un symbole bien plus vaste qu'une ressource à monétiser. Pour beaucoup de Burkinabés, ils cristallisent une question intime. Leur avenir sera-t-il encore dicté par des forces extérieures ou enfin façonné par leurs propres choix? Dans cette attente, la figure d'Ibrahim Traoré concentre une part de ces projections. Certains le voient comme le gardien d'une souveraineté retrouvée, d'autres redoutent qu'une prudence excessive n'étouffe une opportunité unique. Entre ces perceptions, une certitude demeure: les décisions prises aujourd'hui laisseront une empreinte durable dans la mémoire collective. Les diamants de Sangandi ne jugeront pas, mais l'histoire, elle, retiendra la manière dont un pays a répondu à la tentation de la richesse facile face aux exigences plus exigeantes de justice, de dignité et de responsabilité. Les diamants nichés sous Sangandi ne décideront de rien par eux-mêmes. Ce sont les choix humains, ceux des dirigeants, des institutions, des communautés qui transformeront cette découverte en tremplin ou en piège. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse largement la question minière. Il s'agit de montrer qu'un pays peut refuser les raccourcis dangereux et bâtir un modèle de développement plus patient, mais plus juste. Et pour celles et ceux qui suivent cette histoire, au pays ou ailleurs, une question demeure ouverte. Comment soutenir, surveiller, questionner pour que la transparence et l'intérêt général restent au centre? Les prochains mois révéleront si cette richesse inédite deviendra une leçon de souveraineté partagée ou un chapitre de plus dans la longue liste des occasions manquées.